c'est le Culture Mag, le moment de vous poser un peu dans le flot des news. Au sommaire, aujourd'hui, portrait de femmes folles de mode, addictes, compulsives et idolâtres. Dans tous les magasins de la fameuse marque suédoise à 2 lettres, il y a en vente la nouvelle collection Capsule Petit Prix signée cette année Alexander Wang. Portrait de femme encore, dans un autre registre. Le 7 novembre 1944, la jeune Hanna Senes était capturée en Yougoslavie, torturée, puis fusillée par les nazis. Elle était hongroise, bourgeoise, juive et s'était installée en Palestine en 1939. Son destin tragique a fait d'elle une icône féministe et sioniste pour Israël. Nous verrons jusqu'où le mythe rejoint la réalité. Et puis enfin, dans ce journal, nous reviendrons sur les Beatles. Le photographe américain Henry Grossman, qui les a suivis pendant 4 ans dans les années 60, vient de publier un livre d'images absolument inouï, même si c'était Yesterday. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre sur i24 News. Le 6 novembre est une date qui rend toujours un peu hystérique les fashionistas. C'est le jour où la grande marque Petit Prix suédoise met en vente ses collections signées d'un grand de la mode. Cette saison, l'heureux élu est Alexander Wang, un New-Yorkais ultra doué qui dirige le studio Balenciaga. Marché mondial oblige. Au même moment, partout dans le monde, les clientes se ruent dans les magasins, mais est-ce que les désirs mode sont les mêmes à Paris, New York ou Tel Aviv? Notre reportage sur le village global, et il est signé Léa Wolberg. Ce 6 novembre, la planète mode est dans les starting blocks. Paris, New York, Londres ou encore Tel Aviv, 250 magasins H&M proposent simultanément leur nouvelle collaboration signée Alexander Wang, le grand designer de Balenciaga. Après Lanvin, Karl Lagerfeld ou Isabelle Marant, c'est au tour du jeune créateur adulé de tous de se prêter au jeu de la marque suédoise. 38 pièces exclusives, monochromes et toutes inspirées de l'univers sportwear. Vous avez un peu de blanc par-ci par-là, mais la collection est noire parce que c'est plus une performance vestimentaire. Mais vous pouvez aussi le porter le soir. La stratégie marketing est la même depuis le premier lancement de ces collections capsules en 2004 et elle a fait ses preuves. Des griffes de luxe à prix abordable, achat limité à 1 exemplaire par modèle et 10 minutes seulement pour faire son choix. Un véritable sport qui a ses adeptes. Je suis venue de Haïfa spécialement pour cette collection parce qu'Alexander Wang, c'est un de mes designers préférés. Je suis arrivée à 7h du matin. Et si le succès de l'opération est assuré dans toutes les capitales occidentales, il peut paraître moins évident au Moyen-Orient. En Israël, la culture ne colle pas tout à fait à la collection du créateur new-yorkais, et pourtant. J'étais assez surprise. Les Israéliens connaissent la mode. Ils connaissent les designers. Les gros manteaux d'hiver que vous pouvez voir ici, même ces pièces vont être vendues. Les Israéliens aiment voyager. Si vous ne les portez pas quand il pleut, ici en Israël, parce qu'il fait vraiment chaud, vous pouvez totalement les prendre avec vous en voyage. Dans toutes les grandes capitales de la mode, les privilégiés et la presse ont pu découvrir la collection tant attendue en avant-première. Pièces travaillées mais avant tout fonctionnelles, les indispensables et les moins indispensables. Les formes, les matières, les détails, tout est mis au service du confort. Alexander Wang réinterprète l'uniforme urbain avec brio et humour. Femme encore avec Hanna Senes. En Israël, elle trône aux côtés de Golda Meir ou de Henrietta Sols au panthéon des combattantes sionistes et féministes. Israël en a fait une véritable icône, mythifiée ou légitime. Eh bien, c'est notre enquête et elle est signée David Gombin avec Pas donc. Elle portait en elle le féminisme. Cela se traduisait à la fois dans ses lettres et dans son journal, mais aussi dans son comportement. Nous ne trouvons dans ces lettres aucune référence au fait qu'il n'y avait pas d'égalité entre mes femmes ou que l'on discrimine les femmes. Cela ne veut pas dire que ces vues ne se réfèrent pas à ce sujet comme s'il n'existait pas. Nous pouvons déceler des indices ici et là. Hanna Senes, en 70 ans, elle est devenue en Israël une héroïne sioniste et féministe pour les uns, une mythologie pour d'autres. Et son héritage intellectuel fait encore polémique. Appelée parfois la Jeanne d'Arc israélienne, son destin consigné à la fois dans son journal et dans sa correspondance est tragique.
Un parcours idéal pour un mythe national. Rappel des faits. Née en 1921 en Hongrie, dans une famille d'intellectuels juifs assimilés, en 1938, elle se rapproche des mouvements sionistes. En septembre 1939, alors que la guerre éclate, elle immigre en Israël où elle intègre l'école d'agriculture de Nahalal. En 1941, elle compte parmi les pionnières du kibbutz de Sdot Yam, non loin de Césarée. Une vie faite de tâches fastidieuses qu'elle décrit dans son journal. En 1943, elle s'engage dans la Royal Air Force britannique et devient parachutiste dans les célèbres Special Operations Executive. Fait peu ordinaire et audacieux pour cette jeune femme de 22 ans. Elle est envoyée en mission en Hongrie où elle est rapidement interceptée par les nazis. Le 7 novembre 1944, elle est alignée au peloton. 2 ans plus tard, c'est la naissance du mythe. Dès 1946, une première édition du journal et de sa correspondance est publiée. Une édition partielle et abrégée. Pour Ruti Glick, qui a écrit un livre sur le féminisme de Hannah Senesh, ces coupes ont contribué à la fabrication du mythe. Ils ont censuré essentiellement sa critique de ce qu'elle vivait en Israël. Son expérience, ses difficultés, ils l'ont rendue plus héroïque. Les difficultés étaient reléguées au second plan. Ce sont plus son ethos et son mythe qui ont renforcé son héroïsme. Pourtant, pour son neveu, cette construction n'est pas si illégitime que cela, car elle montrait un réel attachement à l'idéal sioniste. Il y a un sens dans ses écrits. Que faisons-nous ici en Israël ? Elle a écrit avant la Shoah, ou avant que soit clarifié ce qui s'est passé pendant la Shoah. Donc c'était un sionisme plus pur. Dans un pays en pleine construction et où les valeurs socialistes d'égalité des genres prônent, non seulement Hannah Senesh a été mise en avant comme héroïne, mais c'est une héroïne féministe. Ruti Glick, qui parle le hongrois, a relu les manuscrits. Bien sûr, il y avait besoin d'un mythe de la femme combattante et elle a servi ce mythe. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut analyser sa vie dans le contexte de l'époque. Je pense que, vu l'époque, il est difficile de parler de féminisme fanatique. Mais elle pensait à l'égalité entre hommes et femmes. Elle n'était peut-être pas une féministe fanatique, mais ses origines sociales lui donnaient un point de vue différent sur la vie au kibbutz. Son féminisme était bourgeois et différent. Il n'est en effet pas rebelle. C'est un féminisme de femmes très avancées, qui étudient énormément et qui parfois ont un métier. Mais elle reste toujours dans le cadre de la famille, où c'est l'homme qui est... C'est toujours l'ordre établi qui domine dans la famille. Pour la première fois, et exactement 70 ans après sa mort, la correspondance et le journal de Hannah Senesh sont publiés en hébreu et en intégralité. L'occasion pour les jeunes générations de se faire une idée plus objective de la vie héroïque et du féminisme de Hannah Senesh. Et pour aller plus loin sur le cas de Hannah Senesh, nous sommes en ligne maintenant avec Martine Gozlan. Bonjour Martine. Bonjour Valérie. Vous êtes journaliste à Marianne, vous êt écrivain et vous sortez aux éditions de l'Archipel Hannah Senesh, l'étoile foudroyée, le livre que j'ai là à côté de moi. Bonjour donc. Est-ce que pour vous c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Ah non, c'est une réalité extraordinaire, scintillante. Et ce livre, qui est la première biographie en français de Hannah Senesh, je l'ai écrit pour une raison très simple, parce que je voulais redonner sa visibilité en France à une grande figure féminine du sionisme, une figure à la fois diasporique et sioniste, qui était un petit peu méconnue. Et je l'ai écrit à un moment de grande diabolisation du sionisme, à un moment de montée de l'antisémitisme. Et j'ai vu en Hannah, j'ai écouté des correspondances extraordinaires entre avant-hier et aujourd'hui. C'est une très belle figure d'intellectuel qui voulait aller encore plus haut que son idéal et qui a beaucoup donné. Oui. C'est pas le mythe, moi, que j'ai interrogé, c'est le réel. Martine Gozlan, vous disiez que c'était en pleine période de diabolisation du sionisme, et le livre est sorti aux éditions de l'Archipel. Vous avez rencontré, j'imagine, la famille de Hannah Senesh. Elle a l'air d'être très sensible sur ce qui est dit ou sur ce qui est fait, sur sa mémoire. Comment s'est passée votre enquête, en fait ?
Alors, écoutez, cette enquête m'a porté à la fois en Hongrie, où elle est née et où elle a été exécutée par les fascistes hongrois et les nazis, et bien sûr en Israël, à Sdotiam, et puis auprès de sa famille, auprès d'Eitan Senesh et de David Senesh, qui sont les fils du frère de Hana, Giora, et ça s'est extrêmement bien passé parce qu'ils étaient très émus ils m'ont beaucoup aidé. Ils étaient très émus que qu'une juive française veuille à nouveau rendre vivante celle qui était en Israël, qui est toujours, comme vous l'avez bien dit, plutôt une icône un peu désincarnée. Donc ce que j'ai retrouvé, ce sont des éléments de son existence vraiment réelle, autant à Sdotiam, auprès du dernier survivant des pionniers du kibbutz, si vous voulez, que j'ai fouillé dans les archives du Palmar, j'ai mis mes pas dans les siens à Budapest, à Rosadome, sur la colline des Roses. Vous avez dit vraiment, vous avez suivi sa trace. J'ai suivi sa trace. Et son itinéraire. Et son itinéraire, ce n'était pas du tout un milieu juif assimilé. Le terme assimilation n'est pas bon. C'était un milieu juif qui n'était absolument pas traditionnel, qui était universaliste. Oui, c'était les familles bourgeoises éduquées de l'époque. Merci beaucoup, Martine Gozlan. Je rappelle le titre de votre livre, Hana Senesh, une étoile foudroyée. C'est aux éditions de l'Archipel. J'invite nos auditeurs à lire ce livre qui est très édifiant. À suivre, Chappie, le film de science-fiction dont le héros est un robot, robot menacé par un humain, méchant humain. Mais en attendant un highlight spécial Beatles, Daniel Campos avec Sandy Fortis. Les Beatles comme on ne les a jamais vus, le célèbre photographe Henry Grossman, qui a suivi le groupe entre 1964 et 1968, a réussi à capturer des moments exceptionnels. De face comme de dos, le photographe a immortalisé les 4 garçons dans le vent comme personne avant lui, leur intimité mais aussi cette atmosphère particulière. Pendant plus de 40 ans, la plupart des clichés d'Henry Grossman ont été cachés au public. Désormais, pour la première fois, plus de 1000 photos composent un livre rare, Places I Remember, My Time with the Beatles, un livre enfin accessible mais en quantité limitée et à prix d'or, près de 500 $, soit 400 €. Les quelques exemplaires publiés ont déjà quasiment tous été écoulés, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, vous pourrez avoir un petit aperçu de l'intimité des Beatles. On quitte les Beatles, on va parler cinéma. Maintenant, avec vous, Laetitia Loreni, merci d'être là. Avec un film avec des science-fiction, un robot qui est très 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 gentil, avec un humain qui est très 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 méchant, ça s'appelle Chappie. Voilà, ça s'appelle Chappie, rien à voir avec Chappie Chapeau. Oui. Chappie, c'est pas un robot comme les autres, c'est un robot qui pense, qui ressent, qui est créatif, qui apprend, bref, un robot presque enfant. C'est le nouveau héros du film très très attendu de Neil Blomkamp, ça vous dit rien comme ça, mais c'est le réalisateur et auteur sud-africain d'un film qui avait pas mal marché, qui s'appelait District 9. On regarde tout de suite les premières images de ce film très très attendu. That's a watch. That's a watch. Watch. Chappie. You told us so much more. Wow. Et alors pourquoi c'est si attendu que ça? Alors on voit, il y a beaucoup d'émotions. Rien que dans la bande-d'annonce, on s'attache déjà à ce petit robot Chappie qui est plus dans la lignée de Wall-E de Walt Disney, ou plutôt comme intelligence artificielle qui avait été développée par Kubrick et qui avait été mise en scène par Steven Spielberg. Donc voilà, Neil
Blomkamp. Pourquoi c'est si attendu, vous me demandez? Parce que tous ces films, depuis District 9, après il a fait Elysium, c'est son 3e film, eh bien on les attend au tournant puisqu'il a révolutionné le genre de la science-fiction. Alors on se demande est-ce que ça va toujours être le cas. Il est reconnu pour être quelqu'un qui sait brillamment mélanger le style de l'action avec l'émotion, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été nominé aux Oscars dès son premier film. Alors ce qui est intéressant dans Chappie, c'est aussi le casting. Vous avez pu... Chappie, c'est mignon. Donc ce qui est intéressant, c'est ce casting qu'il a choisi, ce réalisateur sud-africain. Alors on a bien évidemment reconnu Hugh Jackman, qui joue justement le méchant anti-intelligence artificielle. On voit aussi le jeune Dev Patel qui revient après Slumdog Millionnaire, et surtout le groupe Die Antwoord, que vous ne connaissez certainement pas non plus, mais qui est un groupe sud-africain qui a fait un tapage monumental sur internet avec un clip, leur première chanson qui était sortie en clip, un clip plutôt effrayant. Il y a 50 millions de vues sur YouTube. J'en ai un extrait tout de suite, je sais pas si on a le temps de le regarder, mais ça vaut le détour. Eh bien on ira sur internet regarder ce groupe. Die Antwoord, voilà, qui joue dans le film pour la première fois au cinéma. Merci Laetitia Loreni. Chappie donc de Neil Blomkamp. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure, juste après C'est l'info. Merci.